Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à Paris, à la Porte de Versailles. Vous savez, on va suivre toute la journée des thématiques importantes pour le monde agricole et une en particulier, le politicien, l'agriculteur et le scientifique, un ménage à trois. On va en parler. Est-ce qu'il se passe toujours bien? Alors, pour en parler, je suis en compagnie de Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidat pour la région Nord-Ouest pour les élections européennes pour le mouvement Debout la République. C'est bien ça? Christian Huyghe, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur scientifique adjoint agriculture donc au sein de l'INRA. Et puis Bernard Guidez, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans le Tarn. Dans le Tarn. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver parce qu'effectivement, vous n'avez pas une langue de bois, comme on dit. Alors, on va donner la parole peut-être à notre politicien, parce qu'il faut employer le terme de politicien, même si souvent il est un peu négatif. Vous, vous êtes un jeune. Et si on vous a pris, c'est parce que vous êtes jeune, parce que vous allez voir qu'on a quelques griefs, enfin, vous avez quelques griefs peut-être, dans la perception des attentes des agriculteurs et des scientifiques, peut-être face aux politiciens. Mais racontez-nous pourquoi vous êtes lancé dans la politique. Bah écoutez, c'est très simple. Moi, je ne viens pas du monde agricole, je viens du monde industriel. J'étais rentré avec passion dans l'industrie, et puis la crise est venue, et du jour au lendemain, j'ai compris ce que c'était la mondialisation. C'est-à-dire un monde où la concurrence est sauvage, et où du jour au lendemain, des gens qui travaillent bien, qui savent faire des bons produits, qui sont compétitifs, peuvent être jetés aux orties, simplement parce qu'ils ne correspondent pas soit aux modes, soit aux attentes de quelques personnes soi-disant bien informées. Alors vous êtes tout à fait dans le moule du politicien, puisque vous avez fait une formation... Pas encore. Pas encore, mais vous avez été formé dans quelle filière? J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC, et ensuite Sciences Po Paris. D'accord. J'ai pas fait l'ENA. C'est presque parfait. Et vous avez travaillé dans un grand groupe. De quel groupe s'agit-il? Il s'agissait de General Electric France. D'accord. Donc, en France. D'accord. Donc, effectivement, la vision d'un grand groupe, à un moment donné, vous avez dû faire un plan de licenciement. Exactement. La crise est venue et donc on a préparé un plan de licenciement sur 25% des effectifs, alors que les entreprises étaient rentables. Et moi, j'ai refusé d'y participer. Et là, vous avez dit stop. Christian Huyghe, vous êtes le scientifique. Un scientifique. Un scientifique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez aux politiciens? Moi, je ne leur demande rien personnellement. Ce dont on a besoin en recherche, c'est une destination. C'est à quel endroit on veut être dans 10 ans. La recherche, 10 ans ou 15 ans. Donc, c'est quoi le sens du progrès que l'on veut donner? Et c'est ça, il faut du temps. La recherche est très gourmande en temps. Répondre aux problèmes d'aujourd'hui, c'est déjà trop tard s'il y a des questions de recherche derrière. Et donc, les questions que nous traitons en recherche, c'est pour répondre aux enjeux de demain, après-demain. Et c'est ce cap-là qu'il faut définir. C'est le rôle du politique de définir le cap de la société. Et c'est à la recherche de fournir des connaissances qui pourront servir pour faire de l'innovation en agriculture dans le cas de l'INRA. Et soyons clairs, le politicien aujourd'hui, il a la tête dans le guidon, il gère peut-être la semaine, le lendemain, voire le mois, et il n'a pas justement cette vision prospective, cette vision à long terme. Est-ce que vous, en tant que futur politicien, déjà politicien, mais aussi vous avez une carrière, je l'espère, qui sera longue dans ce domaine, est-ce que c'est quelque chose qui vous énerve? Oui, c'est d'ailleurs une des raisons de mon engagement. C'est-à-dire, moi, en découvrant l'agriculture, je découvre finalement que les problèmes sont les mêmes que ceux dans l'industrie. C'est-à-dire, depuis 20 ans, en gros depuis les années 90, on n'a plus le temps de développer, on n'a plus le temps de donner sa chance à la formation humaine. Tout est précipité et on est, il faut le dire, prisonnier des règles du marché, qui sont des mauvaises règles, qui sont des règles folles. Et de la même manière qu'en un an, le blé peut passer de son sommet historique à son plus bas historique, on ne peut plus développer des projets. Et dans l'agriculture, et c'est valable pour l'ensemble des secteurs de l'économie, et il est aussi important que les agriculteurs, je pense, ne se sentent pas isolés. Ils font partie d'un écosystème économique. Il faut redonner du temps au temps. Et vous l'avez dit vous-même, les hommes politiques sont prisonniers du court terme. Mais c'est eux qui se sont rendus prisonniers. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des acteurs. Bernard Guidez, quelle réaction? Alors, vis-à-vis du politique? Oui. Du politicien. Du politicien. Du politicien. Moi, ce qui m'embête chez d'abord les politiques, je trouve qu'ils ont beaucoup trop les yeux rivés au fond des urnes. Il faudrait, je crois que c'est Churchill qui disait... un politicien se préoccupe des prochaines élections et un homme politique, oui, un vrai homme politique se préoccupe des prochaines générations. Et nous, ce qu'on demande aux politiciens, c'est de ne pas se préoccuper des élections, mais plutôt des générations. Et c'est différent. Et l'attitude est différente. Et moi, qu'est-ce que je constate aujourd'hui? C'est que les politiciens nous disent « je suis leur chef, donc je les suis ». Ça veut dire qu'en fait, ils ont les yeux rivés sur l'opinion publique et tout ce qui plaît à l'opinion publique, ils vont dans leur sens. Il y a des choses qui ne plaisent pas à l'opinion publique sur le long terme, qui ne plairaient pas à l'opinion publique si on gérait le long terme, et cela, ils ne le disent pas. Et ça, c'est dommage. Et moi, je suis agriculteur, donc forcément, sur le long terme, même sur le très long terme. Une carrière d'agriculteur,
Un salarié peut changer d'entreprise. Un agriculteur ne change pas d'exploitation. Il peut changer de production. Moi, je l'ai fait 2 ou 3 fois. J'ai changé 3 fois de production. Mais mon exploitation, c'est la même. Et maintenant, en plus, je l'ai hérité de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents, de mon père, et je le transmets à un jeune. Donc, c'est de l'hyper long terme. Et donc, il y a des enjeux extrêmement importants qui sont des enjeux de géopolitique qui ne sont pas pris en compte. Prenons le cas des OGM. Est-ce qu'il est symptomatique de ce décalage? Complètement. Alors celui-là, c'est l'exemple même. Je vais faire de la provocation. Moi, je ne suis pas forcément ni pro ni anti-OGM. Je regarde, j'observe, et j'observe une chose, c'est qu'on ne cultive pas des OGM en Europe. Il y en a 160 millions dans le monde. Et que l'augmentation des OGM d'une année sur l'autre, c'est équivalent à la surface française. Si c'était dangereux, ça se saurait, il y aurait beaucoup de morts. Donc, ce n'est pas le cas. Par contre, on nous prive à nous, agriculteurs européens et français en particulier, de moyens de production qu'ont les autres et que nous n'avons pas. Donc compétitivement, on ne sera plus dans la course d'ici 5, 8, 10 ans. Ça, c'est dommage. Je prends un exemple concret. Je suis producteur de maïs, de tournesol, donc ces cultures d'été, on achète les semences tous les ans. On renouvelle nos semences. Tous les agriculteurs renouvellent toutes leurs semences. Ok, moi je suis d'accord qu'il faut prendre des précautions sur les OGM. On ne connaît... Mais moi, je vais vous dire, si on me demandait de semer du colza OGM, je dirais non, parce qu'il peut contaminer une ravenelle. Le maïs, je dirais oui, parce que j'ai jamais vu un maïs engrosser une fraise. Par contre, si on pouvait avoir le germe Terminator, ce qui veut dire que si ça ne regermait pas l'année prochaine, là, ce serait le top de la précaution. Parce que moi, je pourrais semer des OGM sans avoir le risque de contaminer la nature l'année d'après. De toute façon, j'achète, mais mon père, dans les années 50, achetait son maïs hybride. Moi, on les achète. Donc chaque année, on rachète. Du moment qu'on rachète chaque année. Par contre, à partir du moment où on a dit donc pas d'OGM, on nous met, moi agriculteur, je n'ai plus le choix. On a bousillé complètement la recherche française. Moi j'ai semé quand j'étais jeune de l'INRA 400, de l'INRA 260. Aujourd'hui, il est où l'INRA X ou l'INRA 600 qu'il nous faudrait? On ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'association, recherche publique, recherche privée. Terminé, il n'y a plus rien. Donc la recherche privée, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle est empêchée de travailler, elle s'en va aux États-Unis ou ailleurs. Et on me met, moi, dans les bras de Monsanto, ce que je ne voudrais pas. Bernard Guidez, il faut laisser la parole aux autres. Non, je ne peux pas laisser dire ça. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de travail entre la recherche publique et la recherche privée. Il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. On est dans énormément de projets partenariaux. La seule différence par rapport à la période que vous mentionnez, où on faisait des variétés, l'INRA n'est plus dans sa vocation de faire des variétés, puisque grâce aux partenariats et aux relations organisées de recherche, heureusement, les groupes français, dans le domaine de la semence, font partie des plus puissants mondiaux. Et c'est normal qu'on n'utilise pas des fonds publics, entre guillemets, pour venir concurrencer des entreprises privées. Par contre, ce qui est important, et le monde de la semence est très représentatif justement de cette obligation de penser à long terme, puisque faire créer des variétés, ça prend énormément de temps. C'est de se mettre d'accord sur à quel endroit on veut être. Et c'est parce que dans le monde de la semence, on a réussi à se doter de lieux de concertation, qu'on a des lieux de partage et qu'on est capable globalement d'assumer des directions communes. Alors, je vais juste rebondir sur cette question d'OGM. En fait, les OGM, autant ceux qui disent on n'en veut pas sont des extrémistes, autant ceux qui disent il n'y aura que ça, c'est aussi une forme d'extrémisme. Les OGM, y a pas, le monde n'est pas noir ou blanc, le monde est gris clair. Et c'est vraiment ça qu'il faut réussir à concevoir. Les OGM, c'est globalement créer une variabilité là où il n'y en a pas. Mais les OGM, là où on a énormément de variabilité naturelle, ils vont rien apporter. Et donc, c'est réussir à trouver des lieux de dialogue. Globalement, ces lieux de dialogue où on élabore ensemble un projet à long terme, ils ont du mal à exister. En gros, on n'arrive pas à comprendre ce qu'est un lieu de controverse. Un lieu de controverse se trouve forcément en lieu de bagarre. En France. En France. Essentiellement. Ayons le courage de dire que c'est quand même un esprit franco-français, ça. De débattre de tout et de paralyser l'avancée. Bon, on n'est pas complètement non plus dans la caricature de la paralysie. Hein. La France est aussi caractérisée par le fait de passer son temps à déprimer, quoi. On ne regarde jamais le verre à moitié plein, on le regarde toujours à moitié vide. Et si on rebondit sur l'exemple des semences, on dit toujours il y a tout plein de trucs qui ne vont pas. Très bien, regardons la France, c'est le premier exportateur mondial de semences. Si on dit que ça, c'est pas une réussite, je ne vois pas comment on peut le dire. Donc, il y a énormément d'entreprises qui fonctionnent. Sauf qu'on multiplie des semences, souvent, qui sont étrangères. On a des semences françaises, mais on multiplie aussi des semences étrangères. Oui, mais on a aussi... Faut pas limiter le monde de la semence simplement au domaine des variétés. C'est l'ensemble de la réglementation, c'est bien les variétés, les semences et les plants. On a des conditions
historique qui fait qu'on fait une sélection variétale qui tient vraiment la route. Et ça, c'est le fruit d'une organisation, d'une innovation organisationnelle. Et puis, on a des conditions pédoclimatiques qui fait qu'on est adapté à la production de semences. Eh bien, profitons-en et créons les conditions pour que les entreprises viennent s'installer en France plutôt que d'aller ailleurs. C'est l'agriculteur, le scientifique qui monopolise la parole. Oui, le politicien doit s'exprimer. Oui, mais le politicien doit écouter. Donc c'est vrai que c'est passionnant et c'est aussi intéressant d'entendre des avis informés et pas seulement faire de la politique politicarde. Moi, je voudrais rebondir sur 2 choses. Effectivement, le débat sur les OGM, il doit se tenir. Et vous dites qu'on débat beaucoup en France. Moi, je trouve qu'on ne débat pas beaucoup et qu'on est toujours soumis à des pressions. On est soit soumis à des pressions extérieures de grands groupes qui veulent imposer des produits sans analyse indépendante, et on est soumis à la pression de l'Union européenne qui veut absolument nous imposer des produits que personne ne veut sur le continent. Et des ONG qui ne remplissent pas leur rôle. Et j'allais finir, et aussi l'association extrémistes soi-disant environnementales qui ne prennent pas le temps d'écouter et qui ont des avis tout faits. Et par contre, je voudrais faire une nuance à l'INRA. Je pense que c'est important que l'INRA soit aussi indépendant et ne soit pas trop dans la main des grands semenciers. Parce que il y a quand même, moi je visite beaucoup d'exploitations agricoles depuis 2 mois, et il y a vraiment une vraie demande de la part des agriculteurs d'une recherche publique, comme vous le disiez, sur le long terme, qui ne soit pas prisonnier des intérêts du marché. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le but d'un semencier privé, ce n'est pas de faire des semences qui seront utiles à l'humanité. C'est de faire des semences qui vont se vendre dans les 3 mois à venir, dans l'année à venir. Donc il ne faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer, il ne faut pas être prisonnier non plus des intérêts privés. Voilà. Il faut travailler avec eux, mais il faut aussi être indépendant. C'est très important. C'est la collaboration privée-publique qui est importante, qui est intéressante. Parce qu'il y a des complémentarités entre les deux. Et ça, à mon avis, moi je voudrais parler-en au président Pagès, par exemple, qui était le président de l'Imagrin. Biogéma existait, Biogéma n'existe plus. Donc on a des exemples comme ça. Alors moi je suis d'accord, il y a une collaboration publique-privée, elle devrait être encore supérieure. Moi, qu'est-ce que je constate? C'est que les boîtes de semences françaises vont se développer à l'étranger. Ça, c'est un peu dommage. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur juste une chose, quand vous avez dit la vie, c'est pas noir ou blanc, c'est gris. Non, c'est 7 couleurs. C'est le mélange des 7 couleurs. Tous les peintres travaillent en nuances. Donc, vous voyez, c'est encore plus compliqué que ce qu'on croit. Christian Huyghe, en une phrase, parce qu'on a pas mal de sujets à voir. D'abord, l'INRA n'est pas dans la main des grands semenciers, mais on travaille avec eux. Ce dont on a besoin, c'est de lieux d'orientation sur le long terme. On a la chance, créée depuis très longtemps, depuis le milieu des années 40, en France, un lieu pour la partie semences qui s'appelle le comité technique permanent de la sélection, où on a à la fois des représentants des obtenteurs, des utilisateurs de la recherche et des pouvoirs publics. C'est ce lieu-là qui est un lieu d'orientation sur le long terme à l'endroit où on veut aller. Il faut faire vivre ces lieux de débat. Quand ils n'existent pas, il faut les créer, et quand ils existent, il faut les faire vivre. Voilà. Oui, tout à fait, mais comme l'INRA a quand même des problèmes budgétaires, voilà, il faut voir la différence de budget entre les acteurs privés et les acteurs publics. Et pour qu'il y ait une coopération, il faut des budgets forts dans le public. C'est ça que je voulais dire. Jean-Philippe Tanguy, alors vous avez dû observer certainement, peut-être demain sera vous qui passerez comme ça dans les allées. Moi, ce qui me choque, c'est que les politiciens, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui vient de passer, François Hollande, Jean-François Copé, etc., ne pensent qu'à faire de l'image. Ça veut dire qu'ils passent dans l'allée pour que les journalistes reprennent des images et ils cherchent surtout pas à s'exprimer. Ils refusent des fois de venir parler comme ça sur le plateau télé. Ils préfèrent serrer des mains, manger du saucisson ou taper sur le cul des vaches pour justement créer de l'image. Et les journalistes rentrent dans ce jeu d'ailleurs, on voit, et les agriculteurs aussi, qui se pressent dans ces convois, on va dire, médiatiques, qui se déplacent de stand en stand sans réel fond. Comment vous le percevez, Bernard Guidez, ça? Oui, c'est superficiel, vous êtes le décorum des politiques. Exactement. Alors moi, j'ai été président d'une association, je suis président d'honneur d'ailleurs, de FAR, Forum d'agriculture, des agriculteurs responsables et respectueux de l'environnement. En fait, moi je travaille avec tous les ministres de Glavany jusqu'à Barnier. En fait, les ministres, c'est une chose. Ce qui est important, c'est de travailler avec les collaborateurs des ministres. Et les gens avec qui j'ai le plus travaillé, ce sont les collaborateurs de Michel Barnier. Parce qu'au fond, là, on a le temps de travailler avec des collaborateurs. Effectivement, je suis d'accord, passer sur le salon, c'est pas là que c'est le plus important. C'est même pas important, enfin, à mon avis, pas important du tout. Mais travailler avec des collaborateurs des ministres, ça c'est important parce qu'il y a un aéropage dans le bon sens du terme autour du ministre parce qu'il ne peut pas tout savoir. L'agriculture est complexe et c'est avec ces gens-là qu'il faut travailler. Alors, à ce moment-là, on a un souci. Ces gens-là ont fait souvent l'ENA, on fait souvent des grandes écoles d'agronomie. Il y a des gens très bien là-dedans. Mais il y en a certains qui sont coupés des réalités. Alors il faut travailler avec ceux qui sont très bien, ceux qui sont coupés des réalités. Il faut les prendre et les amener
Vous avez mis là une image tout à l'heure avec une botte verte. Non, non, il faut venir avec des bottes, avec de la boue autour de la botte. Et il faut que ces collaborateurs-là prennent le temps de venir sur les exploitations pour regarder ce que c'est que la réalité. De façon à ce que nous, qu'on les mette dans notre problématique pour qu'ils la comprennent. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. On va juste donner le mot de fin, si vous êtes d'accord, aux politiciens, et on le remercie d'être présent. Concrètement, en quoi vous allez être différent, vous, la nouvelle génération? Qu'est-ce qui va vous démarquer de l'ancienne génération? Bah écoutez, je pense que nous allons tout reprendre depuis le début. C'est-à-dire, on a besoin, et c'est aussi le seul bon effet de la crise, c'est qu'on peut repartir à zéro. Et moi, je fais une campagne de terrain, c'est-à-dire, moi, effectivement, je passe dans l'agriculture, mais je visite en ce moment entre 2 et 3 exploitations par semaine. Et comme vous le disiez, moi, je suis surpris par la surprise des agriculteurs. Ils sont surpris de nous voir. Et ils me disent, mais attendez, l'élection, dans 4 mois, qu'est-ce que vous venez faire? Je dis, je viens comprendre. J'ai pas de journaliste avec moi, on est avec mon équipe, on vient comprendre ce qui se passe. Et pour moi, ça me paraît tellement basique, mais effectivement, c'est étonnant. Mais je pense qu'il y a une nouvelle curiosité dans ma génération qui aussi a voyagé et qui a vu que l'Europe, c'est le seul endroit du monde où on croit que l'agriculture n'est pas une force. Alors que c'est évidemment une force. Et pour optimiser cette force, il faut la comprendre, la connaître et lui donner les armes pour se battre. Bernard Guidez, juste un mot. Hein. Juste un mot, ce qu'il faudrait, c'est qu'on voit les politiciens en permanence. Parce que vous avez une formation, vous avez dit Sciences Po, etc. Moi, j'ai fait HEC, hautes études concrètes. Et c'est là le mélange des deux qui doit être important. Ça sera le mot de la conclusion. Merci, messieurs, d'être venus débattre de cette question. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.